peut-être que mon tout premier souvenir d'enfance, ce sont des sensations dans des champs. Chez mes grands-parents maternels, dans le Poitou, dans cette France du Moyen-Âge, qui ressemblait pas du tout à ce qu'est la France aujourd'hui. Et il y avait une autre chaleur, comme une autre réalité. Des atmosphères dans les champs, dans un monde très autosuffisant sur le plan alimentaire, où on bouffait tout. et c'est très chaud, c'est des atmosphères très agréables enfant. Je me suis senti très fier, je me vois tout petit sur un cheval de trait, et il y avait un paysan qui s'appelait Raymond, je me souviens de son nom, de son prénom, et il y avait un épouvantail. Et je lui ai dit... Non, plutôt il n'y avait pas d'épouvantail. Il y avait des pigeons qui mangeaient les graines. Et j'avais dit à Raymond, il faut mettre un épouvantail. Et il m'avait dit, non, ce sont les pigeons de Monsieur Sauvage. C'était mon grand-père. Il y avait un pigeonnier. Et je ne comprenais pas pourquoi les pigeons de mon grand-père avaient le droit de bouffer ses graines. Et je ne comprenais pas, mais je comprenais que ma famille avait des droits. Et j'étais fier. Et je ne savais pas pourquoi. Et puis des années plus tard, j'ai compris cette scène à l'école, quand j'ai appris qu'il y avait des droits seigneuriaux médiévaux, et le seigneur avait le droit d'avoir des pigeons qui mangeaient dans les champs. Et tout ça avait été aboli la nuit du 4 août 1789, et Raymond n'était pas au courant. Très léger, très souriant, très positif. C'est après qu'il y a eu une cassure plus tard, mais très gentil. Le fond de ma nature, c'était ça. Je crois que je suis plus ça aujourd'hui que je n'ai été il y a 5-10 ans. Alors d'abord, je ne comprenais pas tellement. Je voyais bien que maman faisait héroïne de roman ou héroïne de film. Parce que je voyais bien qu'il y avait des hommes qui se battaient pour elle. Donc il y avait un côté un peu roman, un peu film. Et papa, je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait. Parce que d'abord, je le voyais parfois l'après-midi, il se levait à midi, il vivait la nuit. Il était complètement décalé. Je le voyais toujours avec plein de femmes. Ça n'est que plus tard que j'ai fini par comprendre qu'il écrivait des films. Et qu'il en écrivait beaucoup. Mais au départ, c'était pas très net. Je ne savais pas très bien ce qu'il faisait. C'est bizarre, scénariste. Pour un enfant, c'est bizarre. Alors le week-end, je le voyais écrire. Je voyais plein de metteurs en scène qui défilaient à la maison. Parfois des acteurs. Mais c'est venu progressivement. D'abord, j'allais peu au cinéma enfant, donc le cinéma n'était pas quelque chose d'important. Il y avait une valeur assez simple. On avait le droit de vivre. Je voyais bien que quand j'allais chez mes copains, qu'on n'avait pas tellement le droit de vivre. Et tout ce qui leur passait par la tête, ils le vivaient, ils le faisaient. Non, je savais que vivre, ça voulait dire être en liberté. Ce qui est énorme. Hein. Et je voyais bien que chez mes potes, c'était pas comme ça. Ils vivaient en ayant intériorisé des contraintes qui n'existaient pas chez nous. Et donc il y avait vraiment notre monde
et le monde. Et dans notre monde, à peu près tout était possible et tout arrivait d'ailleurs. C'est l'idée qu'on se fait quand on est à l'extérieur. Quand on est à l'intérieur et qu'on grandit là-dedans, on considère que c'est normal. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi la liberté était un tel problème chez les autres. Je ne comprenais pas. Je ne voyais pas où était Surtout, je ne comprenais pas très bien pourquoi ne pas vivre était une telle obsession chez les autres. Alors que les miens vivaient. Par exemple, en grandissant, à l'époque, il y avait un cinéma commercial, un cinéma d'auteur. Et je voyais bien que ce n'étaient pas les mêmes gens qui le faisaient ou qui aimaient. Nous, il n'y avait pas ce problème-là. Papa écrivait pour des films pour Zidi, pour De Funès. Il écrivait Angélique, Marquise des Anges, et en même temps Le Chat, La Veuve Coudert, ou des films avec des metteurs en scène nouvelle vague très intello. Enfin, il écrivait tout. Donc ça me paraissait normal de vivre tout et d'écrire tout. Alors que je voyais bien que la société autour disait qu'on ne pouvait pas être tout. Alors dans la réalité, on a envie de se marrer, on a envie de films d'aventure, et on a envie de films ultra sensibles avec une charge intérieure énorme. L'être humain est omnivore. Il a envie de manger de tout. Ça a été assez magique pendant très longtemps. Et puis progressivement, d'abord il y a eu la cassure de la mort de mon père. Tout à coup, là, ça a été la sortie de la magie. Tout à coup, le magicien en chef disparaissait. Et on tombait dans un monde beaucoup plus réel, où tout à coup, maman s'est mise à bosser en prenant le premier boulot qu'elle a pu trouver. Il y a eu une sortie de la magie brusque. Puis en plus, à peu près à cet âge-là, j'ai fini par me rendre compte que l'autre maison magique, la Maison des Jardins en Suisse, avait une part d'ombre et qu'on n'était pas en Suisse uniquement parce que le lac était beau et l'air pur, mais qu'on était en Suisse parce qu'on était une vraie famille de collabos qui avait fui la France pour ne pas se faire exécuter. Et qui prudemment, mon grand-père était resté en Suisse à la Libération. Il aurait été exécuté s'il était resté en France. Mais donc ça, il m'a fait beaucoup de temps pour arriver. Mais quand même, ça commençait à craquer, on me disait des choses. Oui. Il y avait des allers-retours. En même temps, comme la famille Jardin en Suisse, c'était comme ma maison en France, ou la maison à la campagne de ma mère, c'était des endroits très très libres. Parce que mon grand-père était mort. Il est mort quand j'avais 12 ans. Et donc c'était des maisons d'une très grande liberté. Ça ne faisait pas maison de nazis. donc c'était difficile de concevoir que la même maison jardin à côté de Vichy en 42-43 fêtait l'anniversaire de Karl Loberg, le patron de toutes les polices allemandes en France. J'imaginais pas ma grand-mère à table. C'était compliqué, quoi. Pourtant, par exemple, début 43, l'anniversaire de Karl Loberg est fêté dans la Maison des Jardins, à Charmeil, à quelques kilomètres de Vichy. C'est gratiné quand même de fêter l'anniversaire de ce mec. Je veux dire, c'est quand même le grand patron des salles de torture, de la déportation. C'est terrifiant, quoi, l'idée qu'il fête son anniversaire dans notre maison de famille. Je crois que d'abord que les gens ne sont pas faits d'un seul bois. Mon grand-père est un homme d'un très grand humanisme, une grande générosité dans la vie, grande attention aux autres, et en même temps il pilote le cabinet Laval au moment des grandes rafles. Donc
c'est-à-dire qui participe au régime le plus ignoble de notre histoire, qui applique une politique raciale qui ne peut pas méconnaître. D'ailleurs, personne ne la méconnaît en France, donc pourquoi la méconnaîtrait-il? Il y a des cohabitations internes chez les êtres qui les rendent beaucoup plus angoissants que si le monde était divisé en ultra gentils et en ultra méchants. L'espèce est compliquée. Et je m'en suis progressivement rendu compte. C'est-à-dire un très grand criminel peut être charmant. C'est très déplaisant comme idée. On voudrait que ce soit plus clair. Mais mon grand-père était l'homme le plus charmant du monde. C'est pourtant sur son bureau qu'arrivent, après l'arabe du Veldiv, les chiffres. Un directeur de cabinet, ça centralise tout. Alors, fort curieusement, ma mère m'avait mis dans une école catholique. De la bourgeoise en elle subsistait, et elle m'avait mis rue de la Pompe, dans le 16e arrondissement, où j'ai fait ma première communion, ma profession de foi, ma confirmation, en ayant d'ailleurs comme parrain un de ses amants. Donc, je vivais dans un monde scolaire très traditionnel, très traditionnaliste, totalement décalé. Mais totalement décalé avec ce que je vivais le week-end. Et puis en fin de 5e, j'ai prévenu ma mère que je voulais arrêter l'école. Je ne me sentais pas du tout concerné. Je n'étais pas contre, je ne voyais pas ce que je foutais là. Donc je sentais que j'allais devenir idiot, donc je lui dis, je ne sais pas ma place. Et ma mère, aussi fort curieusement, s'y est pas complètement opposée, et elle m'a inscrit dans une école qu'on appelait parallèle. À l'époque, il y avait des écoles 68ardes. Et ces écoles 68ardes étaient des écoles dites d'autodiscipline, où on votait tout, la scolarité n'était pas obligatoire. Donc j'ai passé un an dans un pur délire, une sorte de phalanstère, 68ards. Donc je suis passé du monde catholique de la rue de la Pompe à cet endroit où les grands avaient des cours d'entraînement à l'orgasme, où on découvrait tout à coup la femme de notre prof de maths, les 4 fers en l'air, en train d'accoucher à Pithiviers. L'accouchement sans douleur, les filles en 5e donc, voulaient accoucher à Pithiviers. Dans un monde complètement... et qui était très marrant. Mais au bout d'un an, j'ai eu peur. Et j'ai dit à ma mère, il faut me sortir de là, je vais finir clodo. Au théâtre, il y avait un cours de théâtre où je jouais une pute en porte-jartel. Enfin, c'était dément cet endroit. Mais passé la griserie de la première moitié de l'année, j'ai, moi, réclamé le retour chez des gens qui, a priori, pourtant m'insupportaient, les normaux. Bien sûr que il y avait toute une part angoissante, mais il faut dire la vérité, c'était très vivant. Très vivant. Il y a tout le temps des gens qui me racontaient des trucs. Il y avait un mec de ma mère qui m'emmenait en Afrique, qui était grand reporter pour le Figaro en Afrique. Du coup, je partais avec mon frère et avec lui, on découvrait l'Afrique. On mettait la main sur une cinémathèque qu'on trouvait dans les locaux de l'ambassade de France à Niamey, chez le chef de la mission de coopération, et on avait trouvé tous les films de Renoir, les premiers films en couleur, qu'on se passait avec le fond du désert. Donc c'est quand même un monde très magique. Très magique. Non, je ne me suis pas dit que j'allais être écrivain. À 15 ans, dans la foulée de la mort de mon père, je sens bien qu'il faut que je note
tous mes souvenirs avec lui. Tout à coup, j'ai peur que ma mémoire me flanche à un moment, et donc j'accumule tous mes souvenirs avec mon père. C'est ça ce que j'écris en premier. Et comme je m'aperçois assez vite que je manque de souvenirs, j'en rajoute. Je me fabrique des souvenirs imaginaires. Je n'avais pas assez de matériel. Et j'améliore ma mémoire. Et puis ensuite, 17 ans, j'ai le bac, je pars en Angleterre. Pour l'Angleterre, j'avais un très mauvais niveau d'anglais, je voulais entrer à Sciences Po, il fallait parler anglais. Et là, je me suis mis à écrire une pièce. Mais je ne voulais pas être romancier. Ça me paraissait un truc de mec sinistre qui meurt tôt. Et dans les manuels scolaires, ils avaient tous des têtes pas très fraîches, ils étaient un peu camés, ils droguaient, ils picolaient, ils n'avaient pas l'air... Ça respirait pas le bonheur. Et moi, j'avais l'intention d'être heureux. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller vers le théâtre. Donc, c'est le théâtre au début qui m'intéresse. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des actrices, qu'il y a des fêtes, qu'il y a de la vie, quoi. Alors que l'idée de rentrer chez Gallimard, ça me paraissait un enterrement de première classe. J'ai l'impression qu'ils étaient tous gris et qu'ils voulaient mourir jeunes. Mais d'ailleurs, j'avais la preuve, mon père était mort jeune. Et moi, je voulais vivre très longtemps. Et puis, une pièce tombe par hasard sur le bureau, par un type que je rencontre dans la rue, d'une femme qui dirige Gallimard et qui veut me voir. Moi, je ne voulais pas la voir. Donc, elle est venue chez moi. Elle a débarqué un soir. Elle a ouvert la porte. Elle a sonné. Elle avait fait prévenir qu'elle viendrait. Et elle est rentrée bourrée, alcoolique, ivre-morte. Et j'ai fait une des grandes rencontres avec une femme capitale de ma vie qui s'appelait Françoise Verny. Et Françoise est rentrée, mais bourrée, proposant à ma mère de monter un bordel littéraire où les clients paieraient en copie. Enfin, c'était dantesque. Et là, tout à coup, j'ai regardé le monde éditorial différemment. Je me suis dit, tiens, ça ressemble à ma famille. Et je l'ai suivi. Mais en fait, on ne prévoit pas ce qui est sublime. Il faut être fou pour faire des plans. La vie se charge d'envoyer des choses extraordinaires dès qu'on consent à les voir. Oui, moi ça s'est toujours passé comme ça. Donc d'abord je m'attends au miracle. Le miracle arrive. Tout ce qui m'est arrivé est hautement improbable. Je ne pouvais pas me retrouver le starlet de la littérature à 21 ans. Je n'avais rien d'écrit. Le jour où on me file le prix Féminin, j'avais 23 ans, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Non, c'était vrai. Bon. Dès lors qu'on met le couvert pour le sublime et l'extraordinaire, il a tendance à s'inviter. Et vraiment, il s'invite. Et dès qu'on se crispe, dès qu'on se tend, dès qu'on s'angoisse, des trucs, on ferme les portes et les fenêtres se ferment. Et on vit dans le noir. J'ai aussi connu. Il y a des moments où on ne se rend pas compte, mais on s'enferme tout seul. Et ça ne marche jamais comme ça. Jamais. La muraille de Chine n'est pas un truc rationnel. Les grandes pyramides non plus. Versailles est une absurdité. Les choses les plus extraordinaires naissent sans qu'on sache trop pourquoi. La probabilité pour qu'il y ait une bande de gosses élevés ensemble au Louvre, qui s'appelle Le Nôtre, Mansart, Le Vôtre, et tout ça, qui soient des potes d'enfance avec Louis, qui va devenir le plus grand roi de la Terre,
et que cette bande de potes d'enfance finisse par fabriquer Versailles. C'est-à-dire qu'en fait, ils connaissent tous le métier des autres parce qu'ils ont grandi au même endroit. Donc le nôtre, qui est censé être jardinier, en fait, comme il traînait chez les parents des autres, il a appris l'architecture. Donc ils vont savoir collaborer, comme peut-être rarement dans l'histoire, des jardiniers auront collaboré avec des architectes. Parce que c'est des potes d'enfance. Ils connaissent les parents des autres. C'est incroyable. Mais la vie n'est faite que... En tout cas, la partie incroyable de la vie ne peut pas être planifiée. Et comme moi j'ai grandi dans ce sirop-là, je suis assez à l'aise pour nager là-dedans. J'avais accès à la vraie folie des êtres humains. C'est-à-dire que, par exemple, mon grand-père n'avait pas de domicile légal en France. C'est après que j'ai compris pourquoi. On ne pouvait pas l'attraper. Mais en revanche, il louait quasiment à l'année une suite dans un palace à Paris, qui était l'hôtel La Pérouse, derrière la place de l'Étoile. Et dans cette suite, il y avait un petit salon, et un jour, je vois plein de valises. Et ces valises étaient pleines de billets. Sa maîtresse, sa secrétaire, s'appelait Zouzou. Et elle s'occupait aussi un peu des enfants. Donc, on l'aimait beaucoup. Et Zouzou ouvre une des valises et me montre. Elle me dit, regarde, t'en verras pas 2 fois dans ta vie. Et il y avait des Pascal, des billets de 500. Et je me souviens, elle m'a dit, prends-en un, il compte pas. Et c'était l'argent du patronat qui allait financer les élections de 1974. Sauf que je voyais bien que les gens qui venaient chercher les valises, il y avait le frère de Mitterrand. Et ça se voyait parce qu'il y avait, dans Paris, les enfants voyaient, il y avait des photos, des affiches de Mitterrand dans la rue. Et le frère avait la tête de son frère. Donc on voyait bien où l'argent allait. Donc je savais que mon grand-père était vraiment pas un homme de gauche. Ça dérangeait personne que les valises aillent financer le programme commun de la gauche. C'est-à-dire que je voyais que les adultes étaient fous, quoi. C'est-à-dire que la vie était un truc complètement dingue, quoi. Je le savais. Mais d'abord, les êtres humains aiment ça. Je crois que la plupart d'entre eux grandissent dans un monde où il y a peu d'amour, et leur première expérience de la vie est quand même un monde de frustration, quoi. Donc c'est ce qu'ils connaissent. Donc ils y retournent. Mon expérience dans la vie, les femmes que j'ai rencontrées, celles qui avaient une vraie capacité à être heureuses, quasi pas. Il y a un moment où ça retourne à la frustration et à l'échec. Parce que c'est le connu. Et je ne pense pas que j'ai eu un traitement spécial. L'être humain retourne vers ce qu'il connaît, quoi. Et rencontrer une femme ayant une prodigieuse aptitude au bonheur, c'est une grâce. Là, ça m'arrive. Bon, mais c'est une grâce pure. Grosso modo, l'être humain est quand même déterminé à organiser des guerres, des révolutions, des trucs violents. C'est ce qu'il connaît. Et puis, la disharmonie est quand même le sirop premier des familles, de l'enfance des gens. Donc, il y a un extraordinaire besoin de malheur. C'est quand même une donnée très fondamentale. Je regardais l'autre jour une image extraordinaire à la télévision. On voyait un journaliste français, Zemmour, qui expliquait à une fille qu'elle n'était pas française parce qu'elle avait un prénom qui n'est pas d'origine française. La scène est très violente, parce qu'expliquer comme ça tranquillement à une dame qu'elle n'est pas ce qu'elle veut être et ce qu'elle est, c'est très violent. Et
Et il le faisait très tranquillement. Et je me suis dit, c'est marrant, moi je vois que c'est extrêmement violent. Et je me suis dit tout à coup, mais si ça se trouve, c'est rassurant, un type violent. Pour des millions de gens. C'est très rassurant, en fait, de voir quelqu'un de violent. Et donc, l'idée que je me fais qu'on a envie d'avoir un politique gentil est peut-être une idée absolument fausse. Je veux dire, l'être humain est probablement rassuré par l'idée d'avoir un méchant pour le défendre. Pour le défendre. Et quand on y regarde de près, nos hommes d'État sont dans l'ensemble pas des gens gentils du tout. De Gaulle est assez méchant avec les pieds noirs, même carrément méchant. Et puis d'ailleurs, il est probable qu'il ait eu raison. Mais il faut le apprendre, cette foutue décision qu'il a prise de sacrifier des gens comme ça. Donc, on a probablement besoin d'une grosse dose de méchanceté, d'une grosse dose de malheur. Alors, ça, personne ne l'assume comme ça en société en disant « Tiens, j'ai l'intention d'être très malheureux ». Non, il y a un discours sur le bonheur, mais qui en réalité correspond assez peu aux aptitudes profondes de l'espèce. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent été en porte-à-faux. Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup d'être heureux. C'est un changement. L'amour absolu, c'est un changement absolu. Et c'est bien pour ça que les gens y accèdent peu. Parce qu'au fond, ils voudraient avoir ça sans changer. Et que tout reste immobile. Mais non, c'est un changement. C'est le plus fabuleux des changements. C'est la naissance absolue à soi-même, à l'autre, à la vie, aux dimensions les plus élevées de la vie. Donc c'est un changement phénoménal. Et c'est un changement qui est d'autant plus extraordinaire qu'il survient sans qu'il y ait rien à faire. Moi qui ai écrit des kilomètres de personnages qui se décarcassaient pour faire fonctionner l'amour, au moment où ça m'arrive, je comprends qu'il n'y a rien à faire. Parce que tout se fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative à prendre, il y a à accepter le flux de la vie. Quand je rencontre ma femme canadienne, on va être séparés pendant 9 mois par Covid, on ne se voit pas. Je suis fou d'elle, alors que je ne sais pas de quoi elle a l'air, puisque pendant le premier mois, je ne connaissais pas son visage. Il y avait une toute petite photo qu'on ne pouvait pas grossir sur Twitter, on s'était parlé uniquement. Donc je suis fou amoureux d'une femme dont je n'ai jamais vu le visage, mais je sais que c'est mon destin. Et au bout d'un mois, d'ailleurs, je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? L'image apparaît, elle avait très peur de me déplaire. Et je lui dis, c'est pas le sujet, je t'épouse, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je ne sais même pas quel âge elle avait. Et tout se fait à partir du moment où je rencontre celle pour qui je suis né. C'est-à-dire à partir du moment où j'accepte de vivre un conte. Et où je me dis que le conte est vivable. Parce que je le vis. D'ailleurs, on achète même une maison ensemble alors qu'on ne s'est jamais vu. Je rentre, après avoir parlé avec elle, dans le sud de la France, dans une agence, et je dis, je donne une maison pour une femme que j'ai jamais vue. Et le type sa femme était un peu interloquée, et je leur ai dit, donc il faut une maison à la hauteur. Ils n'avaient rien à vendre, bizarrement, il y a une maison qui est apparue, elle leur appartenait. Ils n'avaient pas prévu qu'ils allaient me vendre une maison à eux. J'avais pas un radis, la maison en question était réputée vétuste sur l'acte de propriété. Donc aucune banque ne pouvait prendre un prêt en garantie. Le banquier me dit, écoutez, votre histoire d'amour est si belle que je vais trouver une solution. Donc sur le papier, c'est impossible, avec un bâtiment vétuste, d'obtenir un crédit. Ça se fait. Non, d'abord Stendhal était... je pense qu'il n'a jamais connu ça. Je
Je pense, malheureusement pour lui. Non, non, parce qu'il parle d'un... Il ne voit pas que l'amour est un changement. Tout à coup, on devient la vie elle-même. Donc on a accès aux solutions de la vie. La vie se sert de nous pour être encore plus vivante. J'ai jamais trouvé de trace de ça chez lui. Hein. D'abord, c'est pas un sentiment. C'est infiniment plus puissant. C'est une autre manière d'être sur un autre plan. Et pour moi, il y a ce qu'on appelle l'amour, ce que j'appelais l'amour. Avant, le jour où me tombe dessus l'amour absolu, je suis en face de quelque chose où il n'y a pas de différence de degré, mais une différence de nature. En fait, c'est un changement d'état. Tout à coup, on existe autrement. Le rapport au temps n'est plus du tout le même. Moi qui étais tout le temps pressé, machin truc, je vais attendre cette femme 9 mois. Le rapport à la fidélité, par exemple, est quelque chose qui était problématique pour moi avant. Tout à coup, c'est évident. En fait, c'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a, dans un amour ordinaire par rapport à un amour absolu, il y a tellement de différences de nature que quand on est encore dans le premier stade, on ne peut pas imaginer que ça existe. Par exemple, la plupart des gens sont à peu près persuadés, dont moi avant, j'ai beaucoup écrit là-dessus en plus, que l'usure des sentiments est inévitable. L'usure du désir physique est inévitable. Mais c'est pas vrai. C'est simplement qu'on n'est pas au bon endroit. Ça n'est pas vrai. L'amour total est quelque chose qui ne fait que croître. C'est un flux. Comme elle me dit en anglais, it flows. C'est vraiment un flux qui embarque chaque journée. En tout cas, on peut chercher un mot. Parce qu'on voit bien que c'est difficile d'employer le même terme entre un amour limité et limitant et un amour illimitant. Alors méta-amour ou amour absolu. En tout cas, on voit bien qu'on a un problème de culture. C'est-à-dire que d'abord, notre culture n'est pas prête. C'est-à-dire qu'on n'éduque pas nos enfants dans l'idée qu'un jour, ils vont pouvoir changer de dimension. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on ne les éduque pas, mais en même temps, traîne les mythes. Un jour, mon prince viendra. Ben, c'est vrai. Et c'est bien pour ça que ces contes ont ce pouvoir-là. Si c'était des plaisanteries, on les aurait oubliées. Donc ça dit des choses très profondes, mais la culture est maladroite. Mais apprendre aux enfants qu'un jour, le prince ou la princesse viendra, et que ça sera le début du plus fabuleux changement. Et que aimer, c'est changer. C'est pas un état stable. D'ailleurs, moi, je vais changer de pays. Et lorsque je lui demandais où j'allais vivre, puisque ça me semble évident que j'allais vivre près d'elle, elle m'a répondu Waterloo. J'ai cru que c'était en Belgique. Et elle m'a dit non, Ontario. Je dis pas de problème, va pour l'Ontario. Alors que vous voyez bien que dans une histoire d'amour un peu classique, ordinaire, l'emplacement est très important. Là, ce qui est important, c'est elle. C'est pas de savoir si Waterloo est en Belgique ou en Ontario. Alors, ce que vous décrivez, c'est ce que vous ou moi, on a pu constater. C'est que c'était au terme d'un processus que ça nous est arrivé. Bon. Maintenant, est-ce que ce processus est obligatoire ? Je crois assez important. C'est pour ça que moi, je me suis mis à en parler en public.
je me suis mis à en parler sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit que c'était important quand même que l'époque sache que ça existe. Parce que si on ne sait pas du tout que ça existe, cette forme de naissance, c'est plus difficile aussi de s'y préparer. Et puis on va avoir tendance à s'installer dans des demi-vies fragmentées. Et moi j'en étais à un stade où je me disais de toute façon que je ne pouvais pas vivre complètement qui j'étais dans une relation, que je vivrais des fragments, et que vivre de manière fragmentée, au fond, était normal. Non, c'est pas normal. Et ça, je pense que plus tôt on le comprend, plus on accélère l'arrivée de ce changement sublime. Regardez, si on descend dans la rue avec une caméra et on dit, mais au fond, est-ce que vous pensez qu'on peut demander tout à une personne? Il va y avoir une écrasante majorité de gens qui, parce que c'est leur expérience de la vie, vont dire, non, il ne faut pas être dingue, il ne faut pas être idéaliste. Eh bien si, il faut être idéaliste. Il faut surtout se barrer très très vite des relations fragmentées. On n'a pas du tout construit pour ça. Ça nous coûte une énergie psychique considérable. On n'est pas puissant quand on est fragmenté. Total. C'est un amour qui n'a pas de conditions, qui n'est conditionné d'ailleurs par rien. J'ai pu ne pas l'avoir pendant 9 mois. Dans un amour ordinaire, ça se serait un peu usé. J'aurais commencé à regarder le cul des autres filles. Non, là, il n'y a pas de condition. Il n'y a même pas la condition de sa présence. Ce qui, a priori, est quand même un énorme morceau. Non. C'est. Et ça remplit tout l'espace. C'est ce que je pensais. Aujourd'hui, je ne le pense plus. Parce que je n'étais pas arrivé à un stade terrible d'amour de moi, lorsque ça m'est tombé dessus. En revanche, à partir du moment où elle est entrée dans ma vie, j'ai vraiment commencé à avoir de l'estime pour moi. Ah oui, on voit la partie haute de l'autre. Elle a une expression très belle lorsqu'elle parle de nous. Elle parle du haut de nous. Le haut de nous existe. Donc on voit ce qu'elle a de haut, ce que j'ai de haut. Il y a une estime réciproque qui est merveilleuse et que je n'ai jamais connue. J'avais l'impression en fait que la vie était une sorte de long chemin personnel et que aujourd'hui je ne le pense pas. Oui. D'abord parce qu'au moment où ça arrive, tout est donné. Tout, l'estime de soi, l'amour des autres, c'est donné. Il n'y a pas de travail thérapeutique à faire, il n'y a pas en fait, c'est le plus fabuleux des médicaments. C'est vraiment le médicament le plus puissant pour un être, de rencontrer l'autre pour qui on est né. Et au fond, il me semble que tous les processus comme ça personnels d'évolution, je ne dis pas que ça n'a pas de valeur. Je dis qu'on se débat à la pagaie en remontant l'Orénoque. Et donc on fait ce qu'on peut. Quoi. Mais vous voyez bien que quand j'ai fait un long travail thérapeutique, c'est long, c'est fastidieux, tout n'est pas donné. Alors dans cette forme d'amour, tout est donné. Non, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent. Dans l'ensemble, ils font ce qu'ils peuvent. Ils tiennent un petit peu. Et malheureusement, quand on n'est pas à sa juste place,
il va y avoir de l'usure. Les différences vont créer des frottements, des ressentiments, et là les gens vivent ce qu'ils peuvent vivre. Mais je ne jette pas la pierre parce que je l'ai tellement été que il faut vraiment trouver l'autre, ou plutôt se laisser trouver par l'autre, et laisser la vie orchestrer les choses. Mais je pense que quand on met le couvert pour le sublime, il arrive. Si on est un frénétique de Tinder, ça va coincer. Parce qu'on ne met pas le couvert pour que le sublime arrive. Ce n'est pas un point de vue moral. C'est pour soi, quoi. Mettons le couvert pour que le sublime nous embrasse, nous prenne, fasse de nous des êtres profondément vivants, quoi. Oui. Sinon, nos sens, on est comme des touristes. On ne les habite pas. On n'est pas autochtone de son propre être et de ses sens.